Bonjour à toutes et à tous, j'ai une histoire de fou à vous raconter. La semaine dernière, j'ai eu la chance de croiser Leonardo DiCaprio. Il m'a signé un autographe et on a même pu déjeuner ensemble. Non, bien évidemment, c'est complètement faux. Mais vous avez sûrement déjà connu dans votre vie une personne mythomane capable de raconter des mensonges du même genre sans aucune pression. Il s'agit d'une pathologie et malheureusement, ces gens ne peuvent pas s'empêcher de sortir n'importe quoi, quitte à vraiment passer pour un clown. Et puis il y a une deuxième catégorie, celle des menteurs dangereux. Il s'agit d'un type de personne qui va vous raconter un récit très bien ficelé, sous toutes les coutures. Il imitera toute son intelligence et son énergie, non pas pour le plaisir de mentir, mais cette fois-ci pour que vous y croyiez et par la suite obtenir tout ce qu'il veut de vous. En l'occurrence, l'histoire qui va nous intéresser aujourd'hui a justement été inventée de A à Z par un individu qui se rapproche clairement de la deuxième catégorie. Si tu veux faire 1 million de dollars, invente une religion. C'est ce qu'aurait un jour déclaré cet homme en question, Lafayette Ronald Hubbard, avant de fonder ce qui deviendra une secte tentaculaire implantée dans le monde entier, de Hollywood jusqu'en Inde, en passant par la France. Mais alors, comment ce qui n'était qu'au départ qu'une blague va devenir l'empire de la scientologie, un système bien huilé qui va générer non pas plusieurs millions, mais plusieurs milliards de dollars. Je vais vous raconter l'histoire de toute cette machination. En attendant, abonnez-vous et aimez si vous le souhaitez, mais surtout, accrochez-vous. C'est parti, bon visionnage. Pour comprendre les origines de ce qui est devenu la secte la plus puissante au monde, il faut que je vous parle de son fondateur, Lafayette Ron Hubbard. À la fois explorateur, scientifique et écrivain, c'est un personnage tumultueux qui est loin d'avoir mené une existence banale. Néanmoins, comme je vous l'avais dit précédemment, c'est un menteur, et il va donc très souvent exagérer les exploits qu'il s'est attribués. Notre protagoniste est né le 13 mars 1911 à Tilden, dans le Nebraska. Fils d'un officier de marine et d'une enseignante, il a voyagé dans plusieurs régions des États-Unis au fil des diverses affectations de son père. À partir de maintenant, je vais vous raconter la suite de sa vie en utilisant le conditionnel, car on ne sait pas vraiment si les faits sont exacts à 100% ou exagérés. En effet, toutes ces informations ont été diffusées principalement par lui-même et la scientologie après sa mort. Donc, pas mal de choses ont été démenties. Alors, hormis toute précision de ma part, prenez bien en considération ces informations. Dès le début de son enfance, il commence à faire des trucs impressionnants. Vers l'âge de 12 ans, il aurait voyagé en Asie et rencontré des sages et des chamans qui lui auraient enseigné des secrets mystiques. Puis vers la fin de ses études, il serait devenu un temps, encore selon ses dires, physicien nucléaire. Ce qui s'avéra être complètement faux pour le coup, car s'il a bien étudié dans la prestigieuse George Washington University, ses résultats étaient si catastrophiques qu'il n'est même pas allé jusqu'au diplôme. Pour cette période, ce qui est en revanche véridique, c'est qu'il a obtenu un brevet de pilotage. Dans les années 30, il aurait mené de nombreuses expéditions scientifiques, notamment au Panama, en Alaska et aux Antilles. Pour le coup, il est vrai qu'il a bien voyagé dans quelques-uns de ces endroits mentionnés, mais ses soi-disant projets à but scientifique ont très largement été contestés par la suite. Bon, en revanche, si on peut attribuer une qualité réelle à Ron Hubbard, voire même une sorte de talent, c'est quand même son imagination et sa créativité débordante. Entre les années 30 et 50, il a publié pas moins d'une centaine d'ouvrages de fiction, entre autres dans le style western, science-fiction et fantasy. Par ailleurs, durant cette période, il servira dans la flotte américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale, se mariera 3 fois et fera brièvement partie d'un cercle ésotérique où il fréquentera Aleister Crowley, un occultiste britannique très controversé. C'est à partir de ce moment que Ronald Hubbard va particulièrement s'intéresser à la philosophie et à la psychologie. Il publiera divers essais sur le sujet. En 1950, il publie un premier article sur la dianétique, puis un livre entier intitulé « Dianétique, la science moderne de la santé mentale ». Et cet ouvrage va cartonner dans tous les États-Unis, ce qui va amener ce concept à devenir le prémisse de la secte la plus puissante au monde. Alors,
qu'est-ce que c'est que la dianétique? Rassurez-vous, je ne savais pas non plus, puisque c'est ni plus ni moins qu'un mot que Ron Hubbard lui-même a inventé, soi-disant à partir de recherches scientifiques qu'il aurait menées. Selon ses dires, la dianétique est une sorte de science qui apporterait une solution concrète à toutes les souffrances psychiques de l'être humain. Sur papier, ça a l'air plutôt génial, non? En tout cas, ça a l'air de bien marcher, puisque de nombreux clubs de dianétique vont ouvrir dans le pays après la publication du livre de Ron. Mais concrètement, en quoi ça consiste? Eh bien en gros, si quelque chose ne va pas dans votre vie, n'importe quoi, par exemple, si vous ne trouvez pas de travail, si vous êtes asthmatique, ou si vous êtes fâché avec votre famille, tout ça, c'est à cause de souvenirs traumatiques de votre passé. Des traumatismes enfouis que les scientologues vont appeler des engrammes. La dianétique est donc censée régler ces engrammes cachés dans votre inconscient. Pour cela, vous devrez passer par une étape appelée l'audit. Vous êtes avec un auditeur qui va vous guider dans votre mémoire afin de revivre ces engrammes dans le but de les neutraliser avec une machine appelée E-metteur. Vous devez vous saisir de ces deux cylindres, vous rappeler de votre souvenir traumatique et l'appareil les détruira tout simplement. Bon, je ne suis pas scientifique, mais quand même, ça sent le bullshit à 5 km. Dans son concept de dianétique, Ron Hubbard utilise un schéma pratiquement universel dans les courants sectaires. Apporter une solution aux souffrances profondes des gens. Mais heureusement, beaucoup de personnes restent extrêmement sceptiques, dont l'Association américaine de psychiatrie qui va s'empresser de signaler les pratiques plus que douteuses de cette nouvelle pseudoscience. Une enquête scientifique est donc sur le point de viser les représentants de la dianétique, à savoir Ron Hubbard lui-même et ses principaux cadres. Cependant, notre mythomane a plus d'un taux dans son sac pour contourner le système judiciaire américain. En 1952, il va ainsi élargir le concept de dianétique en une philosophie laïque qu'il baptisera Scientologie. Un an plus tard, en 1953, il passe au niveau supérieur en officialisant la scientologie en tant que religion. Si on y réfléchit bien, c'est vraiment tout bénef pour lui. La dianétique n'est plus une médecine ou une pseudoscience qui nécessite d'être approuvée par la communauté scientifique majoritaire, mais c'est une pratique spirituelle, au même titre que la prière ou la méditation. Au final, même si le gouvernement américain ne voit pas la scientologie comme une religion, elle aura beaucoup plus de liberté qu'auparavant, ce qui permet à Ron Hubbard et sa clique de continuer leur magouille. Il va ainsi rajouter à la dianétique des concepts métaphysiques et spirituels, comme la réincarnation, l'idée de dimensions parallèles ou encore des soi-disant pouvoirs cachés dans l'esprit humain. À cette période où le New Age est en plein essor, c'est un moyen qui va permettre de renforcer son emprise sur des personnes sensibles au niveau spirituel. Nous y sommes. L'église de Scientologie est désormais sortie de sa coquille et va déployer ses tentacules tout autour d'elle. Rapidement, de nombreuses succursales vont ouvrir un peu partout dans le monde, en Australie, en Europe, en Afrique ou encore au Canada. Cette nouvelle religion prend alors une ampleur considérable, au plus grand bonheur de Ron Hubbard qui voit sa fortune grimper de façon fulgurante. Ce n'est plus le petit auteur de romans de fiction qui gagnait tout juste sa vie, mais désormais un millionnaire. La scientologie devient extrêmement puissante, mais évidemment, elle va faire face à de nombreux détracteurs, à commencer par les gouvernements des pays où elle est implantée. Hubbard, qui était installé au Royaume-Uni depuis les années 50, va se faire expulser. Un peu partout dans le monde, la scientologie va être accusée d'escroquerie et d'abus financiers. Qu'à cela ne tienne, le fondateur de la secte va alors contre-attaquer comme il sait le faire depuis toujours. Alors, que faire pour paraître gentil quand on est méchant? Tout simplement, mentir et manipuler. À partir de 1966, il va fonder de nombreuses organisations et sociétés écrans. Il commence par fonder la Sea Org, une sorte de marine privée à but soi-disant scientifique, puis poursuit en fondant la Citizen Commission on Human Rights, un organe contre les dérives de la psychiatrie, premier détracteur de la scientologie. Et j'en passe parce que la liste est vraiment beaucoup trop longue. C'est un total de près d'une centaine d'associations qui vont se développer partout dans le monde, toujours avec de très bonnes intentions bien évidemment, tantôt pour aider les toxicomanes, les anciens détenus ou les enfants handicapés qui meurent de faim en Inde. En gros, si on pouvait donner une image au masque que déploie la scientologie, ce serait comme une sorte de mosaïque qui change sans arrêt de couleur, avec un seul objectif, étendre son influence de manière discrète. Mais pour autant, ces efforts déployés ne suffisent pas à la scientologie pour être reconnue en tant que religion dans son pays d'origine, les États-Unis d'Amérique.
Et ça ennuie particulièrement Ron Hubbard, car il est littéralement harcelé par le fisc américain. Il veut donc passer à l'action. En 1973, il lance une vaste opération secrète qu'il baptisera Snow White, dont l'objectif consistera à effacer des informations compromettantes sur la secte. Pour cela, l'organisation ne lésinera pas sur les moyens. Plusieurs milliers d'agents scientologues vont se faire embaucher comme secrétaires ou archivistes dans des agences gouvernementales dans le but d'accéder à ces documents confidentiels. Non seulement aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie. La secte va procéder de la même manière que dans un film d'espionnage, à base de filatures, d'écoute, de vol de données sensibles et d'intrusion physique. Mais tout va complètement capoter. Le 8 juillet 1977, le FBI fait une descente spectaculaire dans les bureaux de la scientologie à Los Angeles et Washington. Résultat de la perquisition, des dizaines de milliers de documents saisis prouvant une opération d'espionnage massive. La presse décrit alors l'affaire comme le plus gros scandale d'infiltration du gouvernement américain jamais révélé. Bien que de nombreux cadres vont se faire arrêter et condamner, Ron Hubbard va échapper à la justice et vivra reclus pendant près de 10 ans jusqu'au 24 janvier 1986, date à laquelle il s'éteindra à l'âge de 74 ans. Même si notre protagoniste nous a quittés, vous imaginez bien que l'histoire n'est pas terminée. Bien sûr que non. Après tout, Apple n'a pas fait faillite après la mort de Steve Jobs. C'est donc un jeune loup ambitieux, un certain David Miscavige, cadre très haut placé, qui va rapidement prendre la succession. Et ce type-là n'a absolument rien à voir avec Ron Hubbard. En premier lieu, il est évidemment beaucoup plus jeune que lui, puisqu'il est né en 1960. Mais il a surtout baigné dans la scientologie depuis sa plus tendre enfance et a gravi tous les échelons un à un jusqu'à intégrer le cercle rapproché de Hubbard. Il va ainsi redonner un second souffle à l'organisation qui commençait à battre de l'aile face à son ennemi principal de l'époque, l'administration américaine. Miscavige veut absolument que le gouvernement reconnaisse la scientologie en tant que religion, mais après l'échec de l'opération Snow White, il va prendre beaucoup plus de précautions. La stratégie du nouveau président de la scientologie va consister à lancer une longue guerre juridique contre l'IRS, à savoir le fisc américain. Et ça va payer, puisqu'en 1993, c'est désormais officiel, la scientologie est désormais reconnue en tant que religion, ce qui lui permettra de bénéficier de nombreux avantages, dont une forte exonération d'impôts. En effet, sans le statut de religion, la scientologie aurait dû payer près d'1 milliard de dollars au fisc américain depuis le début de sa création. À partir des années 90, l'Église va tenter de regagner en popularité en redorant sa vitrine, notamment en mettant au devant de la scène médiatique des célébrités hollywoodiennes converties, dont le très populaire Tom Cruise, qui va devenir le scientologue le plus célèbre au monde. Et encore une fois, c'est une stratégie parfaitement calculée. Une star mondialement connue, à l'affiche de plusieurs films à succès, charismatique, très beau physiquement, quoi de mieux comme porte-parole pour faire du prosélytisme et parfois en pleine interview. Nous sommes alors vers la fin des années 2000. Malgré tout ce succès, le vent va progressivement tourner au fil du temps pour la scientologie, principalement grâce aux formidables outils que sont Internet et les réseaux sociaux en pleine émergence à cette époque. Chacun a accès à l'information et peut s'exprimer devant le monde entier. Et c'est ce que vont faire les détracteurs et les victimes de la secte qui sont particulièrement nombreux. En 2008, le collectif de cyberactivistes Anonymous lance une campagne mondiale contre la scientologie, dénonçant ces pratiques présumées abusives, notamment après la diffusion de plusieurs vidéos internes mettant en scène Tom Cruise en compagnie de David Miscavige. Puis dans les années 2010, des documentaires et des livres comme Going Clear, Scientology and Prison of Belief en 2015 de Lawrence Wright mettront au grand jour de nombreux cas d'abus de la part de l'Église. Entre autres des allégations de maltraitance, de contrôle excessif des membres et de pression financière. Plusieurs anciens membres de haut rang, comme Leah Remini, ont par ailleurs dénoncé publiquement la scientologie, alimentant le débat sur ces pratiques. Aujourd'hui, la secte n'est plus aussi puissante qu'avant,
et le nombre d'adeptes a considérablement diminué. On estimerait près de 30 000 pratiquants à travers le monde, contre plusieurs centaines de milliers à son apogée. La plupart concentrés en Californie et aussi en Floride, notamment dans la ville de Clearwater, qui compte près de 12 000 membres. Alors bonjour l'ambiance entre les voisins scientologues et non scientologues. Malgré ces controverses, la secte continue sa stratégie juridique pour perpétuer son activité. Elle n'a été interdite que dans 2 pays dans le monde, le Tadjikistan et la Russie. Mais alors, qu'en est-il de la France? Eh bien, contrairement aux États-Unis, elle n'a heureusement jamais été reconnue en tant que religion. D'ailleurs, la justice de l'Hexagone a condamné plusieurs fois la branche française de la scientologie pour escroquerie et pratiques trompeuses. Plus récemment, la secte a profité de l'événement mondial des Jeux Olympiques de 2024 à Paris pour gratter un peu de popularité. Elle s'est illustrée par l'inauguration d'un nouveau siège à Saint-Denis, au nord de Paris, et notamment par la participation haute en couleur de Tom Cruise, qui a carrément débarqué du toit du Stade de France. Son apparition a été perçue par une énième opération de séduction de la part de l'organisation. Quoi qu'il en soit, l'église de Scientologie est désormais beaucoup moins influente qu'autrefois, principalement grâce à la vigilance des activistes en ligne. Ça me tenait particulièrement à cœur de vous parler de ce sujet parce que la scientologie m'a toujours effrayé. Non pas que je l'ai vécu personnellement, mais on connaît tous quelqu'un qui connaît des gens embarqués là-dedans. Et quand on voit la puissance et l'influence que peut prendre une organisation de ce genre, je me dis qu'il vaut vraiment mieux rester prudent et toujours garder un esprit critique, y compris et surtout face à des gens ou des discours qui nous séduisent particulièrement. Dites-vous qu'au cours de votre vie, rien ne vous empêchera de croiser la route d'un Ron Hubbard ou d'un Miscavige en puissance. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez en commentaire le nom de votre acteur ou actrice préféré, même si c'est Tom Cruise. En tout cas, merci à toutes et à tous, et à la prochaine!